Bonsoir, merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Al-Oula, première édition de la soirée. Voici le sommaire. Au Vatican, le chef du gouvernement représente Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin à la cérémonie d'inauguration officielle du pontificat du pape Léon XIV. La cérémonie d'inauguration officielle du pontificat du nouveau pape s'est déroulée ce matin sur la place Saint-Pierre en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. L'INDH souffle ses 20 bougies, une initiative royale profondément ancrée dans la dignité, l'inclusion, la solidarité et la citoyenneté active qui incarne pleinement aujourd'hui une vision royale éclairée, celle d'un Maroc tourné vers l'avenir. Et puis les Lionceaux de l'Atlas jouent dans une demi-heure contre leur homologue d'Afrique du Sud dans le cadre de la finale de la CAN des U20. Les joueurs de la sélection nationale sont animés d'une volonté d'acier pour décrocher le titre de la CAN de la catégorie et ainsi écrire une nouvelle page dans l'histoire du football national. Avant de développer les titres, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève et c'est avec Iman Ablo. Lundi, Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI préside un conseil des ministres. Au cours de ce conseil, le souverain a interpellé le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts sur l'impact des précipitations sur la campagne agricole et sur la situation actuelle du cheptel national, ainsi que les mesures élaborées par le gouvernement pour la reconstitution du cheptel de manière durable et l'amélioration des conditions des éleveurs. Sa Majesté le roi a également interpellé le ministre de l'Équipement et de l'Eau sur le taux de remplissage des barrages et son impact sur la situation hydrique dans notre pays. Au cours de ce conseil, un projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant statut des magistrats a été adopté. Sa Majesté le roi a également approuvé 4 projets de décrets relatifs au domaine militaire. Et dans le cadre du raffermissement des relations de partenariat et de coopération liant le Maroc à plusieurs pays frères et amis, le Conseil des ministres a approuvé 11 conventions internationales. 6 parmi ces conventions ont la particularité d'avoir été signées dans les villes de Laayoune et Dakhla, au Sahara marocain. Et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Sa Majesté le roi a bien voulu nommer nombre de walis et de gouverneurs à l'administration centrale et territoriale. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Sa Majesté le roi a procédé à la nomination de nombre d'ambassadeurs de Sa Majesté auprès de plusieurs pays amis et partenaires. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative de la ministre de l'Économie et des Finances, Sa Majesté le roi a bien voulu nommer Madame Nzha Hayat au poste de directrice générale du Fonds Mohammed VI pour l'investissement et M. Saïd Jebrani au poste de directeur général de la Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de la Santé et de la Protection sociale, le souverain a nommé M. Mohamed Akkouri, directeur général du groupement sanitaire territorial de la région Tanger-Tétouan-El-Hoceïma. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative de la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, Sa Majesté le roi a nommé M. Emile Mzouari au poste de directeur général de l'Agence de développement du digital. Le même jour, toujours au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le roi, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a bien voulu nommer M. Hicham Billaoui, procureur général du roi près la Cour de cassation, président du ministère public, en remplacement de M. Hassan Daki, qui n'a pas été en mesure de poursuivre ses missions pour des raisons de santé. Sa Majesté le roi a également bien voulu nommer M. Hassan Tariq, nommé membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en sa qualité de médiateur du royaume, et M. Farid El-Bachin en tant que membre de ce conseil.
À cette occasion, les nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. Mercredi, Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi a reçu plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays, dont le royaume. Le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a représenté Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin à la cérémonie d'inauguration officielle du pontificat du pape Léon XIV. C'était ce matin sur la place Saint-Pierre au Vatican. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont assisté à la cérémonie d'investiture du pape Léon XIV, élu chef de l'Église catholique le 8 mai courant. Au terme de cette cérémonie, Aziz Akhnouch a salué le pape Léon XIV qui a reçu par la suite dans la basilique Saint-Pierre les différents chefs de délégation. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin avait adressé un message de félicitations à sa sainteté le pape Léon XIV à l'occasion de son investiture à la mission papale. Dans ce message, le souverain avait souligné que le royaume du Maroc est le Saint-Siège, dépositaire de longues traditions diplomatiques et spirituelles, sont unis par des liens séculaires d'estime et d'entente fraternelle, ajoutant qu'ils le sont également par leur engagement actif en faveur de la paix et du vivre ensemble. Il est temps à présent de retrouver notre consultant, le politologue et professeur de droit Mustafa Shimi, pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Mustafa Shimi, bonsoir. Alors, arrêtons-nous tout d'abord sur le 69e anniversaire de la création des Forces armées royales, célébré dans un élan de patriotisme. Quelle en est la symbolique ? La symbolique, c'est une journée particulière. C'est le 14 mai pour ce qui est donc de la création des phares, le 14 mai 1956, par Sa Majesté Mohammed V. C'est un hommage donc aux soldats, c'est un hommage à l'institution et au corps que sont les phares. Les missions des phares sont de divers ordres. La première mission, c'est évidemment, comme c'est l'armée, c'est la défense nationale et donc la défense de l'intégrité territoriale. Le fait de prévenir et de répondre à toute agression, c'est également la sécurité des frontières. Deuxième mission, c'est le maintien évidemment de l'ordre et de la sécurité intérieure. Bien sûr, la lutte contre le terrorisme, la drogue, la criminalité, et puis la gestion des catastrophes naturelles. Troisième mission, ce sont des missions cette fois-ci humanitaires, soit au-dedans d'ailleurs, soit à l'international, mission de secours, on l'a vu avec le séisme d'El Houz, etc. Donc c'était un volet extrêmement important des missions des phares, avec également déploiement d'hôpitaux de campagne et au Maroc et à l'international, c'est connu. Puis la dernière mission, c'est la participation des phares donc à des missions internationales de maintien de la paix. Premier contingent de casques bleus du Maroc, il remonte à 1960, c'était au Congo. Donc vous voyez que ça remonte loin, c'est une vieille tradition. Et actuellement, les effectifs des casques bleus marocains dans les opérations de maintien de la paix sont de à peu près 1718 selon les dates de février 2025. Donc c'est un contingent important qui s'est déployé au RDC, République démocratique du Congo, République centrafricaine, Kosovo, Haïti, Somalie, Côte d'Ivoire, Bosnie, Angola, Cambodge, etc. Ajouter un mot encore, ce sont des troupes, sont également dans comme troupes
combattantes, elles sont engagées. Elles ont aussi une mission humanitaire. Il y a des médecins et des hôpitaux, j'en ai parlé. Également des ingénieurs logisticiens pour les infrastructures. Et puis la formation. Un mot, les casques bleus sont appréciés à l'international pour leur discipline, leur humanisme et leur efficacité. Alors, à son tour, la DGSN a célébré le 69e anniversaire de sa création, une autre institution tout aussi prestigieuse donc et performante face aux défis sécuritaires du XXIe siècle. C'est un autre pied de l'appareil sécuritaire, c'est le 16 mai. Le phare, c'est de la création le 14 mai 56, la DGSN, c'est le 16 mai 56. Alors, ces missions principales sont connues, je les énumère rapidement. Évidemment, c'est le maintien de l'ordre public, la protection des biens des personnes. Également une mission de police judiciaire pour les enquêtes, des recoupements, etc. Aussi un secteur, celui des renseignements généraux, donc pour prévenir les menaces. Il faut de l'information, il faut la chercher. J'y ajoute la lutte contre la criminalité, la sécurité routière. On l'oublie trop souvent que la DGSN a un rôle important en matière de sécurité routière, secours, cas d'accident, etc. C'est également une police de proximité, de quartier, etc. Puis aussi la protection des institutions et des personnalités. Nous avons à peu près un corps important. Le ratio est intéressant. Nous avons un ratio de 310 policiers pour 100 000 habitants. Ça donne à peu près, nous sommes dans la moyenne européenne. C'est extrêmement intéressant. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a un engagement soutenu en faveur de la sécurité publique au Maroc. Alors cette semaine a été également marquée par la tenue à Bardette du 34e sommet arabe. À ce sommet, Nasser Bourita a représenté Sa Majesté le Roi. Nasser Bourita a donné d'ailleurs lecture du discours royal dans lequel le souverain a appelé à l'arrêt immédiat des opérations militaires en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et au retour à la table des négociations. Que retient-on de ce sommet ? D'abord que ce sommet puisse se tenir, c'est le 34e qui puisse se tenir à Bagdad. C'est une manière donc pour l'Irak de retrouver une visibilité internationale. C'est pas facile, mais c'est fait. Il n'y a pas eu beaucoup de chefs d'État, etc., du fait du contexte international, régional en particulier. C'est un sommet qui a donné essentiellement la priorité à Gaza et à la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat. Il a également apporté son soutien à la Syrie, ça a noté donc, et un certain nombre d'initiatives régionales qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Il a décidé la création d'un centre arabe contre le terrorisme. Il a débattu d'une proposition de création d'un conseil des ministres arabes, mais ministre du commerce. Et puis le lancement, ça a été également évoqué, le lancement de ce qu'ils ont appelé la route du développement. C'est une route, c'est pour faciliter les échanges inter-arabes et permettre l'intégration des pays arabes dans les marchés mondiaux. Le Maroc maintenant, le Maroc évidemment a réitéré son soutien à Gaza et son appui au peuple palestinien. Les participants ont salué le rôle éminent du souverain comme président du comité Al-Quds pour la défense donc de Al-Quds. Sur ce plan-là, à noter encore que le sommet de la Ligue arabe a apporté son soutien au Maroc pour ce qui est de la candidature du Royaume à un poste de membre du Conseil de sécurité en 2028-2029. C'est un grand acquis, c'est extrêmement important. Le bilan, c'est une action collective qu'il faut coordonner évidemment, et puis le souci de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Alors, autre actualité, Mustafa Sahimi, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable a annoncé mardi devant la Chambre des conseillers que l'étude de faisabilité, les études d'ingénierie préliminaires du projet de gazoduc Afrique-Atlantique Nigeria-Maroc ont été achevées. Outre la détermination donc du tracé optimal du gazoduc, ce méga projet franchit plutôt donc un nouveau cap. Méga projet qui avance. Il avance. Il y a eu donc, la ministre l'a dit devant le Parlement au début de cette semaine, un certain nombre de points ont été évoqués donc par la responsable de ce département, lesquels, d'abord la finalisation du tracé avec l'étude de la faisabilité de l'ingénierie préliminaire, c'est le gros dossier technique. Également la création d'une société à vocation spéciale entre le Maroc et le Nigeria. C'est en cours, ça va être finalisé d'ici la fin de l'année 2025.
J'ajoute là également une décision finale pour ce qui est de l'investissement. Il faut étudier, affiner, faire des tableaux, des possibilités de mobilisation de ressources, et puis également appel à manifestation d'intérêt pour ce qui est donc notamment des infrastructures gazières nationales avec la connexion entre Nador et Dakhla. Donc, vous voyez que les entreprises marocaines vont bénéficier de cela essentiellement, et c'est un élément donc de réalisation d'infrastructures gazières et de connexion. Évidemment, c'est un méga projet, vous l'avez dit, avec une dimension stratégique. C'est un gazoduc de 6000 km qui va avoir une capacité entre 15 et 30 milliards de mètres cubes par an. Les bénéficiaires, c'est qui? C'est en gros 400 millions d'Africains de 13 pays. Le coût de 25 milliards de dollars environ. Donc un grand projet, c'est important, c'est un projet qui avance. Moustapha Sahimi, merci d'avoir décrypté pour nous donc l'actualité qui a marqué cette semaine. Merci, je rappelle que vous êtes bien sûr politologue et professeur de droit. Merci. Merci à vous. L'INDH célèbre son 20e anniversaire. L'initiative nationale pour le développement humain lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI le 18 mai 2005 incarne un modèle exemplaire de mobilisation collective et participative. Organisée cette année sous le thème l'INDH 20 ans au service du développement humain, l'initiative s'est affirmée comme un véritable incubateur de solutions innovantes en lien avec le développement humain. Elle incarne pleinement aujourd'hui la vision royale éclairée, celle d'un Maroc tourné vers l'avenir. C'est un reportage de Hijb Tamek et Yassine Lemhazi avec un récit de Zakaria Moukimbillah. Une nouvelle journée de travail commence pour Ali Sarir. Cela fait 4 ans qu'il gère une coopérative de valorisation des fruits secs dans la commune rurale Addis de la province de Tata. Créée en 2021, sa coopérative a été soutenue par l'Initiative nationale pour le développement humain, un appui financier qui lui a permis de s'équiper en matériel approprié. Nous avons démarré notre projet avec des machines modestes. Nous avons adressé une demande aux responsables de l'Initiative nationale pour le développement humain qui ont bien accueilli notre idée. Ils nous ont équipés en appareils et nous ont appuyés dans notre projet. Amandes, noix, acajou, cacahuètes ou dattes, autant de variétés de fruits secs sur lesquels la coopérative travaille. Ces produits sont traités, stockés et emballés selon les standards de qualité. Parmi les objectifs de ce projet, pourvoir des opportunités d'emploi aux habitants de la région, tout en contribuant à valoriser le produit local. Cette coopérative a permis à un nombre de jeunes de la région d'avoir un travail, car les opportunités d'emploi manquent un peu dans notre région. J'ai commencé à travailler dans cette coopérative depuis sa création dans notre douar. Ce travail n'est pas difficile. Notre tâche consiste à mettre des fruits secs mielés dans leur emballage. Dans la province de Tata, 160 projets ont été financés dans le cadre de la 3e phase de l'INDH, qui a pour objectif l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes. 10 jours après son élection à la tête de l'Église catholique, Léon XIV a célébré ce matin au Vatican la messe d'inauguration de son pontificat en présence de dizaines de milliers de fidèles et de dirigeants étrangers. Le pape Léon XIV a effectué son premier bain de foule en papamobile, place Saint-Pierre, saluant et bénissant les dizaines de milliers de fidèles présents pour sa messe inaugurale en plein air. Le nouveau pape a d'ailleurs donné le ton de son pontificat en dénonçant une économie exploitant la nature et marginalisant les pauvres. Évocation avec Mohamed Jabri et Dominique Orlando. C'est à compter de ce 18 mai 2025 que débute donc officiellement le nouveau pontificat du pape Léon XIV. Sur la place Saint-Pierre à Rome, ce dimanche, les fidèles étaient quasiment aussi nombreux que lors de sa toute première apparition publique il y a exactement 10 jours, après à peine 26 heures de conclave. Le cardinal américain qui a donc rapidement fait l'unanimité au sein de ses pairs, comme il semble que cela soit le cas pour l'ensemble des catholiques à travers le monde qui l'ont d'emblée adopté. Il est vrai que l'homme, aujourd'hui âgé de 69 ans, respire ce que l'on peut identifier comme la bonté même.
Elle est dans son cas associée à une humilité profonde et à une vraie volonté d'accompagner l'Église sur le chemin de l'unité. Le pape a déjà tracé cette route à venir qu'il nous invite à parcourir ensemble avec tous les chrétiens, avec toutes les religions, avec toutes les personnes de bonne volonté qui sont prêtes à construire une paix durable pour le monde. Pour beaucoup d'observateurs, le nouveau pape Léon XIV a tout pour réussir un très grand mandat pontifical. Pourquoi pas aussi long que celui du pape Jean-Paul II qui siégea à la tête de l'Église, plus de 26 ans. D'ailleurs, et à bien observer le nouveau souverain pontife, on constate qu'il a comme un petit air de ressemblance avec justement le pape polonais qui fut élu en octobre 1978 et dont c'est ce dimanche 18 mai le jour anniversaire. L'art du tissage, un savoir-faire ancestral qui résiste au temps. Aujourd'hui encore, les artisans perpétuent cet héritage, tissant les fils qui lient le passé et l'avenir de manière harmonieuse. Plus qu'un simple savoir-faire, la symbolique et l'importance économique lui ont permis de rester populaires. Et les femmes sont restées depuis des siècles les gardiennes de cet art complexe. Reportage à Tanger, Mariam El Messi, Anissa Boumedi et Saïd Najah. À Souk Fendek Chejra, le silence est religieux. Seul le bruit de ces grands châssis de tissage se fait entendre. Installé au fond, Mustapha El Mfdel confectionne des étoffes en laine. Un travail de longue haleine où chaque geste est calculé. Cela fait 55 ans que j'exerce ce métier. À mes débuts, les apprentis tisserands se bousculaient au portillon des grands maîtres, animés par la passion du travail de la fibre. Malheureusement, de nos jours, le tissage est devenu l'enfant pauvre de l'artisanat. Je suis maître tisserand avec 65 ans de métier derrière moi. C'est toute une vie passée à travailler le fil, malgré les faibles revenus. Une activité qui rapporte peu et des ventes imprévisibles. Conséquence, des machines à l'arrêt et des ateliers fermés par dizaines. Le peu de tisserands qui n'ont pas encore mis la clé sous la porte tentent tant bien que mal de résister aux effets de l'industrialisation qui leur donne du fil à retordre. On confectionne des djellabas en laine, des plaids et du linge de maison. La demande n'est pas toujours au rendez-vous. Les commerçants préfèrent se tourner vers les usines textiles car rapides et moins coûteuses. Une standardisation au détriment du fait main. Pas de quoi décourager ces doyens du tissage. Certains vont même jusqu'à réinventer leur offre pour séduire une niche de particuliers. L'artisanat connaît un renouveau grâce à la tendance mondiale pour les produits durables et faits main. Personnellement, j'ai développé une clientèle de maisons d'hôtes et d'autres établissements touristiques qui plébiscitent l'ameublement original. Un nouvel envol tant espéré de Sem'Alem, gardien d'un savoir-faire ancestral. Il tente de perpétuer un héritage d'excellence. Après tout, ces professionnels ont appris très tôt à reprendre le fil, malgré les nœuds. L'événement s'inscrit dans le cadre d'une action solidaire portée par l'association Les Chefs du Cœur, présidée par Naïma Sefer. Le dîner de gala a réuni à l'ambassade de France à Rabat de grands chefs étoilés autour de la haute gastronomie avec un seul objectif: offrir un peu d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Reportage à Atman Tazi, Mehdi Karakchou et Marie Aoued. Solidarité et partage, tels sont les maîtres mots de ce dîner de gala, aux allures d'allégorie de la générosité et du don de soi. Destiné à une noble cause, ce voyage culinaire a été sublimé par de grands chefs de la gastronomie marocaine et française.
la résidence son Excellence l'ambassadeur de France. Nous sommes réunis au sein de la résidence de son Excellence l'ambassadeur de France pour un gala de charité dont les bénéfices seront versés à un orphelinat. Cet événement a été organisé par la fondatrice des Chefs du Cœur, qui est présidée par Madame Naïma Essifer. Celle-ci a proposé d'organiser une action concrète au profit des orphelins du Maroc. Les chefs se sont rassemblés pour que tous les convives ici, bien entendu, passent un bon moment ensemble, mais passent un bon moment aussi en pensant à tous ceux qui vont bénéficier de leur générosité, des orphelins, d'Atlas Kinder, des femmes victimes de violences, enfin tous ceux qui ne sont pas autour de la table mais auxquels on pense et qui d'une certaine manière sont parmi nous. Et l'intégralité des bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association Les Chefs de Cœur qui œuvre pour le bien-être des populations vulnérables. Aujourd'hui, on a l'honneur d'être à la résidence de Monsieur l'ambassadeur pour un dîner autour de la solidarité à travers la gastronomie. Donc beaucoup de chefs sont venus aujourd'hui, des chefs de France, des chefs du Maroc. Il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce dîner et de toute la semaine d'ailleurs, parce que sur tout le long de la semaine, nous allons faire des actions. Donner un peu de soi aux autres, telle est aussi la vocation de ce prestigieux gala, où la musique apaise les cœurs, comme le serait un hymne à la vie et à l'espérance heureuse. Avant de nous quitter, dans quelques minutes sera donné le coup d'envoi au Caire de la finale de la CAN U20, rencontre qui opposera les Lionceaux de l'Atlas au Bafana Junior d'Afrique du Sud. L'équipe nationale n'est qu'à un pas de rééditer l'exploit de la génération de 1997 et de décrocher donc le sac dans cette compétition continentale et confirmer le rayonnement du football national dans les différentes catégories. Les protégés de Mohamed Wahbi ont signé un parcours remarquable dans cette CAN avec 2 victoires contre le Kenya 3-2 et la Tunisie 3-1 et un nul blanc face au Nigeria en phase de poule. L'équipe nationale s'est qualifiée en quart de finale leader de son groupe. Elle a ensuite pris le meilleur sur la Sierra Leone 1-0 après prolongation pour réallier le dernier carré et décrocher donc son billet pour le prochain mondial au Chili avant de s'imposer face au pays hôte, l'Égypte par 1-0. Pour se qualifier donc à cette finale, les joueurs de la sélection marocaine des moins de 20 ans sont animés d'ailleurs d'une volonté d'acier afin de décrocher le titre de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, a assuré l'entraîneur de l'équipe du Maroc, Mohamed Wahbi. Nous souhaitons bonne chance à nos Lionceaux de l'Atlas. C'est dans quelques minutes. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à bientôt.